Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder la RTS, la télévision nationale du Sénégal, et bienvenue à l'émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 30 septembre 2012. Je vous présente Abdoulaye Diouf Sarr, directeur général du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Notre invité est par ailleurs secrétaire administratif de la convergence ou la convention, la convergence des cadres républicains, donc du parti du président Macky Sall. Bonjour Monsieur Sarr. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Je vous remercie et je salue l'ensemble du peuple sénégalais et particulièrement l'ensemble des téléspectateurs de votre chaîne nationale, la RTS. Merci beaucoup. Alors vous êtes économiste, diplômé des universités de Lyon et Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie. On retiendra notamment un troisième cycle en gestion des institutions financières, entre autres fonctions occupées avant la direction du COUD de directeur financier de SNHLM, secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, puis de Kaolack, et cheville ouvrière dans la coordination de la mise sur pied des maisons des élus locaux. Vous taquinez aussi l'enseignement et la recherche. À l'Alliance pour la République, vous êtes cadre, responsable à Yoff et non à Fatick, comme le pensait une certaine opinion. Ah oui, c'est vrai Omar, je suis un enfant du pays Lébou, si j'ose m'exprimer ainsi. Je suis de Yoff Ngaparou et je devrais d'ailleurs dire que je suis de Tank. Vous savez, dans le pays Lébou, il y a 3 villages qui sont inséparables. C'est Ngor, Wakam, Yoff. Et donc, je suis de ce grand conglomérat du monde Lébou qu'on appelle Tank et qui a pour devise Lakon, Fakon, Nyakon. Oui. Autrement dit, c'est vrai, même si je suis Diouf et Sarr, oui, je ne suis pas du Sine, je suis un enfant du Cap-Vert. Très bien. Et vous coordonnez la paire à Yoff particulièrement? Tout à fait. Voilà. Alors, les structures de cadre, on en parle, c'est en quelque sorte des instances de réflexion et d'orientation au sein des partis politiques. Vous, à la paire, vous êtes une structure comme les autres ou vous avez une spécificité? La paire est un parti déjà qui a une spécificité. Sa spécificité en tant que parti, c'est d'être un parti de rupture. Je crois que le maître mot qui est au centre de la dynamique de l'Alliance pour la République, c'est la rupture. Et de ce point de vue-là, notre structure des cadres est tout à fait dans cette dynamique de rupture. Participer à la vie du parti et du pays en étant plus utilitaire. Nous n'avons pas voulu être une structure des cadres aérienne, une structure des cadres à la limite animant les débats de salon. Nous avons voulu, dans notre dynamique, être à la fois des cadres de réflexion et d'action. Oui. Donc nous prenons en charge, c'est vrai, la réflexion dans le parti, mais aussi, et de manière plus fondamentale, nous sommes impliqués à la base pour véritablement prendre en charge l'animation et la mobilisation des militants à la base. Oui. Donc cadre de réflexion, mais aussi cadre d'action. Très bien. Mais dans les partis politiques au Sénégal, en tout cas, il est rare de voir des structures de cadres prendre par exemple le contre-pied du leader. Souvent, ce sont des déclarations de soutien, même sur des questions d'importance. C'est votre cas ou bien vous suivez toujours les points de vue du leader? Vous savez, ce qui caractérise effectivement notre leader, c'est que c'est quand même un président de parti qui comprend que dans le parti, il faut absolument laisser les militants s'exprimer. Oui. Cela veut dire quoi? Il y a une expression interne dans le parti qui fait qu'en réalité, la structure des cadres s'exprime, mais en restant tout à fait en phase avec la ligne dégagée par le président du parti. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la structure des cadres joue un rôle extrêmement important. Nous sommes en phase avec nos leaders dans le cadre véritablement d'une réflexion interne, d'une réflexion participative. Donc voilà, effectivement... Il arrive par exemple que vos points de vue ne soient pas les mêmes? Jusque-là, non. Jusque-là, non, parce que il y a tout un processus de préparation de la décision, tout un processus qui fait que, au bout du compte, nous nous entendons toujours sur l'essentiel parce que la démarche est une démarche participative. Il ne vient pas vous imposer une opinion. Ce n'est pas dans son style. Et les Sénégalais d'ailleurs le comprennent et le découvrent comme un homme de consensus, un homme véritablement qui a un objectif, c'est l'intérêt du pays. Et c'est cette même pédagogie
appliquée au niveau de l'État, qui est aussi appliquée dans les frontières du parti. D'accord. Alors, on vous découvre, hein, il faut quand même le reconnaître, vous, cadre de l'APR ou structure de cadre au pouvoir, pas véritablement dans l'opposition, vous n'étiez pas très dynamique, je me trompe? Ah si, on était très dynamique. Ah oui. On était très dynamique. Je donne un exemple, simplement. Avant d'ailleurs l'exemple, je vais déjà vous dire que l'APR est née le 12, je dis l'APR, la convergence des cadres républicains, lors de son assemblée générale à Daniel-Brocquier le 12 décembre 2009. 12 décembre 2009, à maintenant, nous avons été la structure la plus régulière en termes donc d'animation et en termes donc de gouvernance. Mais là où on est différent, c'est au niveau du style. Quand on a lancé le mot d'ordre « un cadre, un comité », un comité dans les frontières du parti, c'est 100 camarades. Un cadre sans comité, c'est que chaque cadre devrait polariser 100 militants pour la paire. Et aujourd'hui, on est un nombre important de cadres et à 75%, ce mot d'ordre est respecté. Vous voyez donc que nous avons été extrêmement déterminants, mais déterminants au niveau donc de l'utilité opérationnelle à la base. Et au niveau de la réflexion aussi, vous savez très bien que la convergence des cadres a été aussi présente dans le débat. Présente dans le débat parce que tous les cadres, le personnel politique de l'APR que vous voyez véritablement intervenir, aussi bien au niveau du débat écrit qu'au niveau du débat télévisé, est un personnel puisé de la convergence des cadres. Et élément important, c'est qu'aujourd'hui, nous ne nous limitons pas seulement à une animation urbaine de la convergence des cadres, contrairement à beaucoup de formations politiques qui ont effectivement des structures des cadres urbains, à la limite très dakarois. Nous avons compris que le pays est une entité globale et que, de ce point de vue-là, nous travaillons sur un maillage. Aujourd'hui, la CCR est un peu partout dans les départements. Hier, on était par exemple à Louga pour déjà animer une assemblée générale d'information pour l'implantation de la convergence des cadres départementaux de Louga. Vous voyez donc que la démarche est une démarche à la fois de réflexion stratégique, mais aussi d'animation et de mobilisation sur le terrain. D'accord, donc vous êtes en train de continuer le processus de consolidation de votre parti, parce que la particularité aussi de votre formation politique, c'est qu'elle n'a pas fini sa mise sur pied, carrément, sa structuration. Oui, nous avons compris, hein, comme dans l'analyse stratégique des produits, que nous sommes un produit en phase de croissance. Oui. Contrairement à beaucoup de produits qui peut-être ont achevé leur phase de croissance ou sont dans une autre phase. Mais nous, nous sommes effectivement un produit en phase de croissance qui attire beaucoup. Et de ce point de vue-là, nous avons une mission extrêmement importante, et je crois que c'est ça la ligne tracée par le président de la République, par le président du parti, c'est de faire tout pour massifier le parti, mais pour consolider. Très bien. Conquérir, mais conserver. Voilà effectivement le mot d'ordre qui est donné, et donc nous sommes en train véritablement de faire ce travail. Vous avez été un apport décisif dans l'élection du président Macky Sall. Tout à fait. Oui. Alors, le jeu des alliances a aussi été décisif, hein, dans l'élection. On le voit avec vos partenaires des autres formations de l'opposition. C'est ce qui entraîne d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on appelle le partage de responsabilités. Alors, à ce niveau, j'aimerais vous porter un propos, certainement que vous entendez, de la bouche de certains, propos qui dit que le président Macky Sall trouve en vérité son compte dans ce partage de responsabilités, faute de cadres en nombre suffisant et de cadres à la hauteur pour exercer seul le pouvoir. Exercer seul le pouvoir nous semble être quelque chose de révolu, hein, dans les nouveaux schémas de gouvernance. Et le président de la République a voulu effectivement cette large concertation des Sénégalais autour d'un programme et d'une vision, de sa vision, pour que le Sénégal soit dirigé autrement. C'est quelque chose de voulu par le président de la République. Vous vous souvenez, au deuxième tour de l'élection présidentielle, il a ouvert de manière large en demandant à tous les candidats, à tous ceux qui étaient candidats au premier tour, de venir autour de lui, alors qu'il pouvait simplement se contenter d'une alliance stratégique pour gagner les élections. Mais il n'a pas effectivement donc été question de cela. Il est allé au-delà pour demander un vaste rassemblement.
une approche assez inclusive qui fait qu'aujourd'hui, on a une coalition, un socle sur lequel il s'assoit pour faire sa politique. Donc, c'est quelque chose de voulu. Quant à, j'allais dire, la capacité donc, de l'APR à fournir au président le personnel technique nécessaire à sa gouvernance, mais je crois que, de manière corrélative à ce que je viens de dire, il n'est pas question de gouverner seul. Mais il faut noter que l'APR a un nombre important de cadres et de personnel capables de prendre en charge les destinées du pays. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la convergence des cadres, plus de 800 cadres à être référenciés ayant déjà la carte de la convergence des cadres. Des ingénieurs, des hauts fonctionnaires, hein, des diplomates. Aujourd'hui, il est constant que dans les frontières du parti, nous avons un personnel compétent, un personnel efficace. Mais toutefois, je vous ai dit tout à l'heure, la ligne du président n'est pas une ligne d'exclusion, c'est une ligne d'inclusion, dans la mesure où le Sénégal doit être gouverné autrement. Il faut rassurer les Sénégalais pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement du pays. Donc, contrairement à ce que disent certains, vous êtes en nombre suffisant et vous êtes à même de diriger le pays. On n'est jamais en nombre suffisant. Ouais. Il s'agit du Sénégal, encore une fois. Et quand il s'agit du Sénégal, c'est les Sénégalais. Très bien. Et il ne faut pas effectivement faire ce procès au président de la République. C'est le président de tous les Sénégalais, sans exclusive. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un mauvais débat que de poser effectivement les choses en termes de personnel politique interne à la paire, suffisant ou non. Toutefois, il est quand même bon de clarifier que notre parti est un parti qui est en train de se consolider du point de vue de l'expertise et n'a pas de complexe à se faire devant qui que ce soit. Alors, il n'y a pas que les alliés dans cette gestion commune. On voit que des responsables de l'ancien régime sont en train d'être recyclés. Et cela fait grincer des dents, d'ailleurs, au sein même de votre parti ou de votre coalition. Je dis souvent quelque chose que je répète, parce que aussi, il s'agit de cela. Le Sénégal a besoin de Sénégalais compétents, intègres, efficaces et loyaux. Il ne faut pas effectivement, encore une fois, poser le problème sous un mauvais angle. Aujourd'hui, je crois que pour faire le Sénégal, le président de la République, qui est le président de la République, qui est élu président de la République, qui devra effectivement rendre compte, doit se donner tous les moyens de compétence à même de le faire réussir sa mission. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire et les Sénégalais, effectivement, sont avec lui dans cette voie. Même si ses compétences ont été, entre guillemets, rejetées à son profit, lui? Je ne crois pas que les compétences qu'il est en train véritablement d'utiliser sont des compétences rejetées. Les Sénégalais ont rejeté une politique, la politique du Matay, que nous avons connue, et ont rejeté un régime, le régime de l'insolence et de l'arrogance. Aujourd'hui, le président de la République est en train de donner une autre pédagogie qui fait que les Sénégalais sont en train de se réconcilier avec la politique. Aujourd'hui, tous les cadres sénégalais, les gens qui, en tout cas, fuyaient quand ils entendaient parler de politique, sont en train d'arriver en masse sur ce terrain politique, qui est, c'est vrai, un terrain dit glissant, mais aujourd'hui qui est bien balisé par la dynamique des valeurs. Ce qui fait que le Sénégal est en train de se réconcilier et l'ensemble, effectivement, des compétences de ce pays sont nécessaires pour construire le pays. Mais ce qui est gênant ici, aux yeux de certains, c'est peut-être ce discours qui tendait, dès le début du règne du président Macky Sall, à incriminer ces responsables de l'ancien régime dans la gestion même des affaires de l'État. Vous savez, vous n'avez jamais entendu le président Macky Sall verser dans ce type de discours, qui n'a rien à voir avec sa conception de l'État, qui n'a rien à voir avec son profil, qui n'a rien à voir avec ses... Donc, si une certaine frange de la classe politique avait ce type de discours, lui, il a effectivement toujours été un homme d'État. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, aujourd'hui, c'est de ne pas véritablement mettre tout le monde dans un sac et jeter. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal et les Sénégalais ont besoin véritablement de leurs meilleures compétences, sans exclusif. Il suffit simplement d'être compétent, intègre, efficace, capable de servir le pays pour être utilisé. Je crois qu'un pays, cela se construit de cette manière-là, cela ne se construit pas en
entrant dans une dynamique d'exclusion. C'est ça. Alors l'autre sujet qui fait du bruit est dans le propos du président lui-même à New York, propos qui évoque la possibilité de rallonger la taille du gouvernement, contrairement à sa promesse électorale, qui réduisait en tout cas le nombre de ministres à 25. Et certains d'ailleurs s'empressent, ils le disent d'ailleurs clairement, c'est du wah-wahet. Le wah-wahet n'est pas de son genre. Je sais que lui-même, il a ironisé en disant « ne me taxez surtout pas de wah-wahet ». Il aurait ironisé en disant « ne me taxez surtout pas de wah-wahet ». Mais ce n'est pas dans son genre. Souvenez-vous, c'est le président Macky Sall lui-même, alors qu'il était élu pour 7 ans, a dit aux Sénégalais « je vais y aller pour 5 ans ». C'est le président Macky Sall lui-même, alors qu'il pouvait entrer dans une logique de gabégie, par rapport même à la prise en charge de l'appareil d'État, a dit non, allons dans une logique de sobriété, allons dans une logique de transparence, allons dans une logique tenant compte de nos possibilités financières. Si véritablement, par rapport à lui-même, il s'applique une politique d'austérité et de, j'allais dire, de sobriété, vous savez très bien que par rapport à l'équilibre de l'État, lui aussi, il est très conscient et très soucieux de cela. Cependant, il y a un élément extrêmement important. Et là, j'introduis une notion qui me semble importante. Il faut raisonner en termes d'efficience. Et le concept d'efficience, à ce niveau-là, intègre quoi? Intègre le rapport, un ratio entre les moyens développés et le résultat qu'on a. Si véritablement, en injectant un certain nombre de moyens, on arrive effectivement à multiplier de manière considérable le résultat, le rendu aux Sénégalais, je crois que les Sénégalais doivent voir à ce niveau-là quel est le résultat escompté par rapport effectivement à cette mesure. Autrement dit, si les besoins organisationnels, les besoins d'efficacité, les besoins de rentabilité du gouvernement sont tels qu'on est obligé véritablement d'apporter un nouveau formatage, en toute responsabilité, même s'il ne l'avait pas préconisé, c'est le peuple sénégalais. C'est là que se trouve le problème. C'est le peuple sénégalais qui devait effectivement l'inviter à le faire. Donc fondamentalement, nous sommes dans cette compréhension de la chose-là, et je crois que les Sénégalais, de manière globale, l'ont compris aussi. Vous êtes donc en phase avec lui à ce niveau? Il peut rallonger? Mais nous sommes tout à fait en phase s'il estime qu'avec cet apport, en termes donc de nouveau formatage de l'attelage gouvernemental, on aura, nous, Sénégalais, une meilleure efficacité en termes de gouvernance. Mais c'est tout à fait, ce n'est pas moi seul, mais c'est tout le peuple sénégalais qui lui donne un quitus pour ça. D'accord. Je reviens sur le partage de responsabilités, mais cette fois sous l'angle de la sincérité. Parce que récemment, des responsables du parti Réumi vous ont accusé de débaucher leurs militants. Si c'est avéré, ça veut dire que vous n'avez pas joué franc jeu. Vous avez dit si c'est avéré. Moi, je rappelle simplement que dans toutes les formations politiques, il y a des débats qui se font dans les frontières des formations politiques, qui n'ont rien à voir avec les relations d'équilibre qui se font entre partis. Je considère que ce débat-là est un débat interne au Réumi. Nous, au niveau donc de l'APR, nous avons effectivement non débat interne, mais aussi nous avons notre stratégie d'implantation et de massification. Je crois quand même que ce débat-là ne nous concerne pas trop. Oui, mais vous êtes quand même dans le cadre d'une coalition qui gère de façon concertée et commune le pouvoir. Attention, oui. La coalition ne gère pas les partis. C'est une coalition de partis, j'allais même dire une coalition de coalitions. Et donc ce qui se passe à l'intérieur des partis, dans les frontières des partis, ne remet pas en cause les fondamentaux de la coalition, étant entendu que les leaders coachent cette coalition et à un certain niveau, cela se gère. Donc fondamentalement, ce débat-là n'est pas un débat qui remet en cause quelque équilibre au niveau de la coalition. Oui, mais vous pensez normal que l'APR recrute des militants des Réumi? C'est normal à votre avis? Je crois que l'APR ou le PS ou la LD ou notre parti... leader à Thiès. Attendez, je crois qu'il faut toujours, en toutes circonstances, il faut toujours se poser la question de savoir de quoi il s'agit. Je crois que ça me paraît extrêmement important, parce que les Sénégalais ont besoin de véritablement comprendre la pertinence des questions qui se posent. Ni le Parti socialiste,
ni le PDS ou un autre parti ne va sur un terrain politique en disant « j'y vais et je vais recruter effectivement les militants de tel parti ». Nous sommes dans un Sénégal et le Sénégal n'est pas élastique à l'infini. Et de ce point de vue-là, quand un parti se développe sur un terrain, ce parti se développe pour véritablement attirer éventuellement des Sénégalais. Et si parmi ces Sénégalais, il y a quelqu'un du Parti Socialiste ou quelqu'un du PIT ou quelqu'un du Réumi qui est intéressé par l'offre politique et la démarche de l'APR, mais je crois qu'il faut laisser aux Sénégalais la liberté aussi de faire leur choix. Si à chaque fois qu'un Sénégalais vient au niveau de l'APR ou vient au niveau du PS, l'autre formation de taxe ou un taxe effectivement l'autre parti de débaucher ses militants, je crois qu'en ce moment-là, on sous-estime la capacité de choix des Sénégalais. Donc aujourd'hui, le débat doit être posé en ces termes-là. Ce n'est pas un débat entre l'APR et le Réumi, c'est véritablement un débat interne au Réumi. Je crois que nous n'avons pas notre mot à y dire de manière plus approfondie. Sauf que, à l'analyse, je dis et je répète qu'il faut respecter les Sénégalais et leur laisser la capacité de décliner clairement leur choix et de choisir leur formation politique. Donc si les responsables ou le leader du parti Réumi tiraient la conséquence, parce qu'on lui demande d'ailleurs de quitter cette coalition, ça ne vous gênerait pas, vous, en tant qu'APR? Je ne crois pas qu'on soit à ce niveau de réflexion. Les leaders au niveau de la coalition ont leur code de conduite, ont leur format d'échange, ont leur, j'allais dire, protocole de relation. C'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas un débat qui fragilise les fondamentaux de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, laissons effectivement aux leaders leur terrain d'intervention. Et notre analyse, ce que nous venons de dire, est une analyse par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et au niveau du terrain aussi, laissons les Sénégalais faire leur choix de la manière la plus libre. Alors, on ne sait pas jusqu'où ira cette coalition, mais ce qui est évident, c'est que des conflits de ce genre vont se poursuivre parce qu'il y aura toujours un choc des ambitions ou des intérêts. Dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez que le président Macky Sall pourra dérouler son programme et présenter un bilan qui puisse demain lui permettre d'avoir un second mandat? Mais je disais, et je le répète encore, cette coalition est une coalition voulue par les Sénégalais, c'est vrai, mais surtout voulue par le président de la République. Et si c'est une coalition voulue par le président de la République, c'est que sur la base de cette coalition, qui est un socle sûr, mais il va dérouler, bien entendu, son programme, et à terme, au bout de 5 ans, faire un bilan qui sera un bilan largement positif. D'ailleurs, on est en train de voir un certain nombre d'acquis. Et cela nous n'avons aucun doute par rapport à cela. Parce que le socle sur lequel il s'appuie pour dérouler sa politique n'est rien d'autre que ce socle du Benno Bokk Yakaar. Et cette coalition-là, je le répète, est une coalition qui n'est pas imposée. C'est une coalition souhaitée, voulue, parce que cela cadre parfaitement avec la vision effectivement du président de la République. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun problème, nous n'avons pas d'inquiétude. Jusqu'où? C'est une question quand même qu'on peut se poser. On peut se poser. Parce que c'est des partis, c'est des leaders qui sont appelés demain à se présenter devant les Sénégalais. Surtout vous avez un bilan à présenter. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Ouais. Je crois que la coalition... On peut différer le conflit. Non, il n'y aura certainement pas de conflit. Il n'y aura certainement pas de conflit. Mais nous n'en sommes pas à préparer des élections. Nous sommes intéressés aujourd'hui par la gouvernance du pays. Nous sommes intéressés par les sollicitations des populations. Nous sommes intéressés par le déroulement des programmes économiques et sociaux. Je crois qu'il est extrêmement important pour un gouvernant que de comprendre les enjeux du moment. Oui. C'est pourquoi personne ne peut distraire le président Macky Sall. Il comprend que les enjeux du moment, c'est faire en sorte que les Sénégalais sortent la tête de l'eau. D'accord. Il y a aussi un autre facteur, le facteur temps. Vous connaissez le programme et son caractère ambitieux. Est-ce qu'il peut être réalisé, à votre avis, en 4 ans et demi? Parce que pratiquement, on est en train de bouffer ce mandat-là. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout du premier mandat,
nous aurons au moins démontré aux Sénégalais, sur la base d'un bilan très clair, que nous sommes partis à T0 d'une situation E0 pour amener le Sénégal à un niveau, à une période TN, à une situation très positive, situation SN. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au bout du premier mandat, nous aurons réussi au moins à reformater l'État. Nous avons trouvé l'État du Sénégal en situation de lambeau par rapport à ses équilibres, par rapport à la question de l'État de droit, par rapport à la question de la transparence, par rapport à la question de l'efficience dans les décisions de gestion publique. Je crois que sur l'ensemble de ces questions, le président de la République est en train de refaire véritablement les fondamentaux de la gestion publique et de montrer aux Sénégalais qu'on peut, en gestion publique, rechercher la rentabilité publique. Ce que moi j'appelle la rentabilité publique, c'est faire en sorte que, in fine, le Sénégalais se sente mieux en termes de sécurité par rapport à son État. Ça, au moins, on va le réussir sur le premier mandat. Je dis bien sur le premier mandat parce que j'en suis persuadé qu'on en aura deux. Ah bon? Le président de la République aura deux mandats. Autre élément sur lequel nous allons aussi démontrer aux Sénégalais que c'est possible, c'est véritablement le choix des priorités. Le président nous disait souvent que la meilleure des pertinences pour un dirigeant, c'est de comprendre les priorités de son pays. Et il avait lancé le concept du nouveau ordre de priorité. Et souvenez-vous, l'agriculture dans son schéma, l'agriculture agricole, c'est-à-dire l'agriculture verte, mais l'agriculture en termes de développement rural, de gestion de la ruralité, occupe une place extrêmement importante. Quand il nous parle de ministère de l'Agriculture et des infrastructures rurales, parce qu'il comprend qu'au-delà de la question agricole, j'allais dire simple, il y a une dynamique extrêmement importante d'équipement rural. Faire en sorte véritablement que les pôles de développement rural soient des pôles structurés autour de mécanismes de production véritablement, véritablement opérationnels. Ça, nous sommes en train véritablement de déclencher les choses pour réussir. Autre élément important, au-delà de la dimension agriculture, donc la dimension rurale, il y a la dimension infrastructure. Ce que nous avons vu, les politiques d'infrastructure que nous avons vues récemment, sont des politiques d'infrastructure qui étaient en déphasage avec les vrais besoins des populations. Et aujourd'hui, les schémas de politique d'équipement et d'infrastructure vont partir de l'expression des besoins à la base. D'où un concept qui me paraît extrêmement puissant, c'est le concept du développement territorial. Voir, par rapport à chaque territoire, quel est le schéma d'équipement et d'infrastructure pertinent. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas de one best way en matière de développement. Le développement doit partir des préoccupations à la base. Et cela, le président de la République l'a compris et est en train de mener tout ce qu'il faut pour qu'on en arrive là. Oui. Autre aspect important, je crois que tout récemment, le ministre de l'Énergie, Aly Ngouille Ndiaye, est revenu là-dessus, mais c'est la question de l'énergie. Cette question-là n'est pas une fatalité. Il est possible de la régler, mais il faut la régler de manière courageuse. Ce qui est en train de se faire, en termes d'apport financier, va certainement nous permettre de juguler le mal aujourd'hui, mais une politique extrêmement importante de restructuration du secteur, en termes d'apport de capacité nouvelle de production d'énergie, est en route. Et je peux vous assurer, et c'est possible, les Sénégalais verront qu'au bout du premier mandat, le président de la République va régler des questions majeures qui vont lui permettre, sans beaucoup se fatiguer, d'ouvrir effectivement les portes de son second mandat, Inch'Allah. D'accord. Alors, on comprend bien ce que vous résumez dans le programme du président Macky Sall. Mais est-ce que vous n'avez pas un autre problème qui risque de ralentir un peu cette dynamique, les débats qui sont posés autour de la gestion du régime précédent, les histoires d'enrichissement illicite, de traque des biens mal acquis, etc. Est-ce que véritablement vous pensez que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de passer à l'essentiel pour aller vite? Non, vous savez, hein, la gouvernance est un tout. La gouvernance est un tout. Ces questions-là, c'est des questions importantes. Il y a lieu, c'est vrai, par des politiques sectorielles de toucher des secteurs, mais il y a lieu aussi par des mécanismes de toucher les comportements.
Et l'ensemble de ces mécanismes-là sont des mécanismes extrêmement importants dont le Sénégal a besoin pour qu'il y ait dans ce pays de la transparence et de la bonne gouvernance. Je ne crois pas qu'il faille distinguer les choses en disant que telle chose est accessoire et telle chose est principale. C'est un puzzle. Et il faut essayer de ranger l'ensemble des éléments du puzzle pour faire quelque chose de cohérent. Et nous sommes sur cette voie et je crois que les Sénégalais verront bientôt que le pays est véritablement rebâti sur des rails très sûrs. Bien. Alors, à ce stade de l'émission, nous allons nous intéresser au COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar, que vous dirigez depuis quelques mois déjà. Comment se porte l'établissement? Comment se porte l'établissement? Question difficile, qui ne devrait normalement pas être difficile, mais difficile. Nous avons trouvé une institution qui a été toujours perçue par les Sénégalais comme une institution à problème. On me dit souvent, vous allez gérer les problèmes. C'est vrai, c'est une institution à problème. Allez au charbon. Au charbon. C'est ce que les Sénégalais disent. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité, encore une fois. C'est difficile, mais difficile est le chemin. Nous avons trouvé une institution qui, malheureusement, n'a pas été bien managée par le passé. Nous avons trouvé une institution déséquilibrée au plan de ses missions en rapport avec ses moyens. Nous avons trouvé une institution désarticulée dans son management. Nous avons trouvé une institution dans un environnement social où il y a beaucoup d'acteurs et nous sommes obligés de travailler avec tout cela pour mettre en cohérence le jeu des acteurs. Comment nous avons trouvé l'institution? Nous avons effectivement trouvé une institution compliquée et nous sommes en train véritablement de déclencher donc ce qu'il faut pour que demain, à l'heure du bilan, qu'on puisse dire au moins qu'on a apporté une contribution positive donc à la relance de l'institution. De façon concrète, quels sont les éléments dont vous disposez qui vous permettent de dire que l'institution va mal? Le premier élément est un élément d'ordre financier. Le budget de l'institution est en déphasage par rapport aux missions de l'institution. Le COUD gère l'université, le campus social de l'université de Dakar, gère l'université de Ziguinchor, gère l'université de Bombay, gère l'université de Thiès, dans le cadre de ce qu'on appelle le portage, mais l'ensemble de cette charge n'a rien à voir avec les moyens que nous avons. Donc aujourd'hui, le premier élément, qui n'est pas un élément conjoncturel, qui est un élément structurel, est un élément budgétaire. Autre élément extrêmement important aussi, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est carrément la culture de l'entreprise, le management. Aujourd'hui, et je me réjouis d'ailleurs de voir que nous sommes en train de déclencher une dynamique extrêmement importante qui fait le COUD aujourd'hui se réconcilie avec lui-même. Autre aspect important, il y avait ce que moi j'appelle un cloisonnement des missions. Un cloisonnement des missions, on avait une mission restauration qui fonctionnait avec sa logique, une mission hébergement qui fonctionnait avec sa logique, une mission médicale, etc. Je trouve que l'ensemble de ces missions constitue une mission sociale. Donc le tronc, c'est véritablement le social. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, ce cloisonnement et cette désarticulation des missions-là, il faut absolument tout remembrer et installer tout cela dans un tronc social. Et c'est ce tronc social qui va dispatcher et faire en sorte que l'étudiant, qui est au centre de notre préoccupation, parce que notre cœur de métier, c'est la satisfaction de l'étudiant, que l'étudiant, in fine, soit pris en charge de manière sociale, avec véritablement donc une certaine efficacité. Oui. Vous avez tout à l'heure jeté une pierre dans le jardin de vos prédécesseurs ou de votre prédécesseur, c'est selon. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt lié à la complexité de la mission qui est celle du COUD? Vous-même, vous le disiez tout à l'heure, le budget ou la situation financière n'est pas reluisante parce que le budget n'est pas à la hauteur. Donc, est-ce que c'est un problème de gestion ou alors c'est la mission qui est difficile? Vous savez, ce n'est pas de mon style. Oui. Ce n'est pas de mon style et à la paire d'ailleurs, ce n'est pas de notre style
que d'utiliser trop de politique dans le management, dans la gestion. Ça, c'est pourquoi d'ailleurs les cadres de l'APR sont un tout petit peu, de ce point de vue-là, assez spéciaux. Parce que c'est à la fois des cadres opérationnels capables de prendre en charge donc, la gestion de leur structure, mais avec responsabilité, sans y mettre trop de politique. C'est pourquoi je n'aimerais pas qu'on pose des problèmes en termes de personnes. Oui. Cependant, on a la possibilité d'apprécier un management. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire table rase. On part de quelque chose. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la mission est difficile. Mais toutes les missions sont difficiles. Si ce n'était pas facile, si ce n'était pas difficile, on n'aurait pas besoin de managers d'un certain niveau pour conduire les entreprises. C'est difficile. Et je disais tout à l'heure que difficile est le chemin. Mais il est extrêmement important de faire l'état des lieux. Et faire l'état des lieux, c'est de dire en toute responsabilité que ça n'a pas été bien géré. Oui. Ça n'a pas été bien géré, le dire en toute responsabilité, sans aucune connotation personnelle, mais ça nous permet simplement de comprendre les enjeux du moment et d'y aller maintenant avec responsabilité, en invitant bien entendu l'ensemble des acteurs donc, à prendre la nouvelle voie. Oui, mais cette situation n'est pas une sorte d'excuse. Mais je suis sûr que ça ne l'est pas chez vous. Vous avez des ambitions, vous avez une feuille de route. Alors, comment comptez-vous justement propulser le coup en faire un établissement performant? Non, ce que je disais tantôt ne pouvait pas être considéré comme excuse pour me permettre demain de dire parce que j'ai trouvé telle situation, je n'ai pas pu faire. Je crois que ce n'est pas de mon style. Mais cela me permet de dire j'ai trouvé telle situation, intégrer la situation trouvée pour pouvoir dessiner la nouvelle trajectoire. Si je n'avais pas effectivement cette possibilité, j'allais faire du pilotage à vue sans m'adosser sur une bonne connaissance de l'existant. Aujourd'hui, nous avons une feuille de route. Et d'ailleurs, c'est là où, effectivement, nous sommes, je crois, différents de ce qui s'est fait jusque-là. Quand on vous confie une organisation, mais il faut tracer une orientation. Nous sommes aujourd'hui de réfléchir sur un cadre d'orientation stratégique, mais un cadre participatif, avec l'ensemble des cadres de la maison. Nous nous rencontrons pour dire où est-ce que nous voulons aller. Quelles sont les priorités du coup? Sur quel levier nous devons nous appuyer? Et très prochainement, le comité chargé de cela va déposer effectivement un rapport pour valider le cadre d'orientation stratégique. Sur la base de ce cadre d'orientation stratégique, pluriannuel, peut-être bien sûr 3 ans, parce que ça peut être trop prétentieux que d'aller jusqu'à 5 ans, nous allons adosser des budgets annuels. Nous allons aussi adosser des plans de financement et d'investissement à moyen et long terme. Voilà la nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, d'ailleurs, a décliné de manière très claire en termes de choix stratégique de l'année 2013 que la priorité de 2013 sera une priorité tournée autour du médico-social. Parce qu'encore une fois, on était dans les logiques budgétaires sans, au préalable, retenir des choix rationnels, des choix et des préoccupations rationnelles. Donc, cela me semble important. Autre aspect important aussi, nous le disons et nous le répétons, il est extrêmement important que de demander à l'État d'apporter des ressources additionnelles pour équilibrer le budget du COUD par rapport à l'importance de nos missions. Et je crois que ce plaidoyer-là sera... Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Nous sommes là depuis 4 mois seulement. Et nous avons effectivement une oreille extrêmement attentive, une écoute extraordinaire par rapport à ces dossiers-là. Et des choses sont en train d'être initiées pour véritablement nous permettre de mieux prendre en charge cette mission. Cependant, nous n'allons pas en 1 an, en 2 ans, vous dire nous réglerons de manière globale les problèmes du COUD. Un jour, on nous appellera directeur sortant. Et ce jour-là, nous poserons sur la table un bilan, mais au moins, nous aurons le mérite de démontrer qu'on a trouvé une situation qui était à un niveau et nous avons effectivement contribué positivement à l'améliorer. Et un autre va poursuivre notre mission. Oui. Par rapport à ce déficit budgétaire que vous évoquiez tout à l'heure, au-delà de
de ce qui est attendu de l'État, vous avez quand même une stratégie pouvant attirer peut-être des fonds pouvant permettre de fonctionner correctement. Oui, et ça aussi, c'est une approche nouvelle. Parce que depuis sa création, le cours a fonctionné avec une subvention de l'État. La subvention actuelle tourne autour de 14 milliards. Avec une subvention de l'État, avec des ressources internes très très faibles, tirées de la restauration et du médical. Mais il n'y avait jamais ce fundraising qui permettait d'aller trouver des ressources nouvelles. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, il faut essayer d'aller rechercher des financements innovants. Récemment, il y a de cela 15 jours, par exemple, nous avons signé un partenariat avec l'Agence nationale de la maison de l'outil, l'ANAMO, qui installe dans le cours une maison de l'outil en nous apportant un nombre extrêmement important de matériel qui nous permet non seulement de prendre en charge la formation d'apprentis dans le campus, mais qui nous permet aussi par ailleurs d'intervenir en réparation dans nos bâtiments. Ce qui veut dire que ça va forcément impacter en économie de coûts sur le budget. Oui. Autre élément important aussi, notre service de communication a lancé avant-hier le nouveau site internet du cours. Mais c'est un site internet qui a été développé intégralement par les ressources internes du cours. Nous n'avons pas eu besoin, comme ça a été le cas par le passé, de payer, mais à prix très fort, pour développer un site. Le site est aujourd'hui en ligne, www.coud. Vous pouvez visiter ce site qui va permettre quand même de rationaliser la relation entre le COUD et son environnement. Autre élément important, nous avons aussi hier, et d'ailleurs je crois que jusqu'à ce matin, initié un très grand salon des établissements publics privés, mais dans le campus. Mais ces établissements qui se cherchaient un tout petit peu pour voir comment en tout cas être en rapport avec leur cible, et la cible estudiantine, sont invités à venir dans le campus pour proposer leurs produits. Ce qui, dans ce partenariat-là, va nous permettre véritablement de dégager des ressources. Élément important aussi qui devait être pris en charge par le budget du cours, c'est la couverture en Wi-Fi du campus, qui pouvait être extrêmement cher. Nous sommes sur un schéma de partenariat avec la RTP qui va, peut-être sur un montant supérieur à 50 millions, nous permettre, dès l'année prochaine, d'arroser le campus social en Wi-Fi. Vous voyez, c'est un nouveau type de management qui fait que nous allons trouver de la recherche par ailleurs. Élément important aussi que je voulais souligner, nous lançons bientôt un concept, le concept des Amis du Campus. Les Amis du Campus, c'est quoi? On sait aujourd'hui qu'en mettant ensemble 100 VIP qui ont une relation affective avec le campus et qui ont la capacité d'intervenir en termes d'apport, en termes d'apport et d'appui au niveau du campus, nous pouvons régler un certain nombre de problèmes hors budget classique du COUD. Les entreprises de la place ont ce qu'on appelle dans leur mécanisme de financement externe la responsabilité sociale d'entreprise. Oui. Et dans le cadre de cette responsabilité sociale d'entreprise, nous invitons l'ensemble des partenaires à s'intéresser effectivement au monde de l'étudiant, qui est un monde extrêmement intéressant, qui peut véritablement être changé en un temps rapide, mais avec des mécanismes innovants d'intervention. Très bien. Alors, vous ne pouvez pas réussir évidemment le pari sans un climat apaisé. Or, ici, on voit que le personnel souvent se fait entendre pour dénoncer un peu votre démarche. Qu'en est-il? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les syndicats de cette maison? De très bons rapports. De très bons rapports. Et je le dis des fois, il y a des confusions au plan de la communication qui font que le rendu au niveau donc de la presse peut donner une perception différente de la réalité de terrain. Nous avons d'excellents rapports. Tous les premiers mardis de chaque mois, je suis en réunion de coordination avec l'ensemble des représentants du personnel. Le débat des syndicats aujourd'hui, leurs préoccupations, mais ce sont les préoccupations que je viens d'exposer. Quand les syndicats récemment ont fait leur assemblée générale, ils se sont mis simplement à demander ce que moi je viens effectivement de dire. Équilibre budgétaire, rallonge de la dotation de l'État, etc., etc.
Mais en aucun moment, il n'a été question de fustiger ou en tout cas de critiquer le management actuel de la direction, qui est un management participatif, qui est un management qui véritablement est inclusif. Très bien. Nous avons effectivement de ce point de vue-là aucun problème. Oui. Et j'en profite pour demander effectivement à l'ensemble du personnel de l'institution d'être conscient que c'est possible, d'être conscient qu'il est extrêmement important qu'on renverse la perception que le Sénégal a par rapport à cet établissement. D'accord. Et je vous mentionne deux problèmes qui ont été soulevés récemment. Manque de communication. Là, vous venez de démontrer que ce n'est pas le cas. Mais il y a cette histoire des contrats d'agents qui ont été revus à la baisse. Qu'en est-il? Vous ne le reconnaissez pas, ce statut? J'avais dit que sur cette question précise, je ne vais jamais y revenir par voie de presse. Ouais. Quand je l'ai fait au début, quand je venais d'arriver, j'étais un tout petit peu contraint de le faire parce que les intéressés avaient ameuté toute une presse pour expliquer et donner une mauvaise version de la situation. J'ai été donc obligé de monter au créneau pour expliquer à l'opinion véritablement la véritable situation. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un nombre important d'agents qui émergeaient au coude et qui n'avaient pas une réalité opérationnelle, qui ne travaillaient pas au coude. Ce qu'on appelle, entre guillemets, les agents fictifs. J'étais obligé, en toute responsabilité, de dire, mais ces agents-là, il faut les mettre de côté. Je pouvais même aller plus loin en termes de responsabilité de ces agents-là. Il s'agit aussi de quoi? Il s'agit d'agents qui, au mois d'avril, quand mon prédécesseur donc était conscient qu'il allait partir, en a recruté à l'appel. Mais en a recruté pour 2 ans. Ça veut dire qu'il part, mais il recrute pour moi pour les 2 ans à venir. En toute responsabilité, il fallait véritablement que je corrige cela. Je devais corriger cela, d'autant plus que ça n'avait rien à voir avec les prévisions budgétaires. En intégrant effectivement cette masse salariale, on mettait le coude dans une situation d'épuiser son budget dès le mois de juin, de budget temporaire. On mettait le coude dans une situation d'épuiser le budget du personnel permanent dès le mois de novembre. Il a fallu d'ailleurs beaucoup d'artifices pour un peu donc essayer de corriger un tant soit peu ces dysfonctionnements. Il s'agit en réalité de cela, que des actes de gestion que, en toute responsabilité, tout gestionnaire doit prendre dans ces circonstances. D'accord. On connaît l'importance de la restauration et de l'hébergement dans ce campus, pour l'étudiant en tout cas. On peut dire même que c'est le cœur de la prise en charge de ce dernier. Alors, quelle rupture comptez-vous amener pour améliorer la qualité à ce niveau-là? Je ne sais pas si on peut l'appeler... On connaît plus de mouvements liés à une mauvaise restauration ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on pourra l'appeler rupture. Il va s'agir simplement d'être rigoureux sur le cahier de charge. Parce que la relation qui lie le repreneur, celui qui gère les restaurants et le coude, est une relation qui doit mettre la satisfaction de l'étudiant au centre. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit en tout cas de faire en sorte que le cahier de charge soit respecté, mais surtout de faire en sorte qu'il y ait une relation de confiance. Une relation, j'allais dire, de complicité par rapport à la mission de satisfaction de l'étudiant entre le repreneur et le coude. Et à ce niveau-là, nous sommes en train de faire énormément d'efforts pour comprendre que l'enjeu, c'est de voir un étudiant, après avoir bien mangé, se dit, mais j'ai bien mangé, c'est comme si c'était chez moi. Je crois que c'est ça la logique. Ouais. L'hébergement? Là, c'est difficile. Là, c'est difficile parce que c'est des capacités d'accueil extrêmement limitées. C'est des capacités d'accueil extrêmement limitées et il faut effectivement inventer des mécanismes d'hébergement peut-être décentralisés. Faire en sorte que demain, au niveau donc de Thiès, au niveau de Kaolack, la future université du Saloum à Kaolack, au niveau de la future université de la banlieue, au niveau de Ziguinchor, etc., qu'on puisse développer une politique sociale qui tienne compte véritablement de l'exigence de décongestionner
ce qui se passe actuellement dans le campus social de Dakar. C'est quelque chose de difficile, mais je crois que si on comprend la problématique en telle responsabilité, à terme, on peut la régler. Bien. Merci beaucoup, Abdoulaye Diouf Sarr. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau de Point de Vue. Je vous remercie, Omar. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous également d'avoir suivi. Je rappelle que nous étions avec Abdoulaye Diouf Sarr, directeur général du COUD et secrétaire administratif de la Convergence des cadres républicains. Merci, on se retrouve dans quelques semaines parce qu'on va marquer une petite pause et on revient avec d'autres points de vue. Merci, bonne suite de programme sur la RTS.